Derrière une porte close du palais de Buckingham, le roi Charles III apposa sa signature sous un paragraphe qui allait transformer à jamais la monarchie britannique. Ce document secret ne se contentait pas de vanter l'importance future de Catherine. Il désignait officiellement la princesse de Galles comme celle qui, aux côtés de William, porterait la couronne. Le crissement de la plume sur le parchemin épais était le seul bruit dans cette pièce, qui soudain semblait trop petite pour le poids de l'histoire. C'était la signature officielle de l'instrument de continuité de la couronne, un cadre confidentiel définissant comment l'autorité, le contrôle de la maison royale et l'influence cérémonielle seraient transmis au règne suivant. Lorsque Charles abaissa enfin la plume, personne dans la pièce ne célébra, car tous comprenaient qu'un avenir royal venait d'être assuré, en mettant un terme de manière systématique à un autre. Charles garda la main près de la plume, tandis qu'un silence pesant s'installait dans la bibliothèque privée, ses doigts s'attardant près de l'encre encore fraîche. Son secrétaire particulier suivait la page du regard, tandis que le conseiller constitutionnel attendait que le monarque lève les yeux et prenne acte du bouleversement qu'il venait d'autoriser. Il ne s'agissait pas d'un décret d'abdication immédiate, Charles ne renonçant pas au trône ce jour-là, mais ses conséquences à long terme étaient considérables et irréversibles. Il confirmait Catherine comme future figure féminine, centrale de la monarchie, tout en écartant de fait Camilla de la structure gouvernementale à long terme et des futurs conseils stratégiques. Le monarque relut une dernière fois le nom de son épouse et pressa son pouce contre le papier, la mâchoire serrée, songeant au prix de son devoir royal sur sa vie privée. Le roi demanda à ses conseillers s'il n'existait véritablement aucune autre voie, bien qu'il sût déjà que la réponse constitutionnelle était un non catégorique. Tout retard supplémentaire risquerait de diviser l'institution entre deux centres d'influence rivaux, un risque que la monarchie millénaire ne pouvait plus se permettre à l'ère moderne. Guillaume avait besoin de la certitude d'une voie claire pour entamer ses préparatifs administratifs et Catherine de la liberté de façonner un destin lourd de conséquences sans ingérence. Camilla, en revanche, perdrait la position stratégique qu'elle estimait avoir enfin acquise grâce à des années de loyauté discrète. Le document était un instrument de politique étrangère froid et calculé, conçu pour résister aux sentiments familiaux et aux inévitables vagues d'indignation médiatique qui suivraient sa révélation. Charles serra les dents car cette décision protégeait l'avenir de son fils tout en blessant profondément la femme qui l'avait soutenu pendant des décennies, d'abord face au rejet public, puis à son acceptation finale. Une annexe scellée renforçait encore le décret, conférant à Catherine la supervision de la stratégie future des œuvres caritatives importantes et de la réforme du cérémonial. Elle contribuerait désormais à définir la manière dont le prochain règne s'adresserait au public et dont il se connecterait à une jeune génération qui se sentait de plus en plus éloignée du trône. Une seconde clause plus brutale encore interdisait aux proches et aux conseillers personnels de Camilla de conserver la moindre influence après la fin du règne de Charles. Cela démantelait de fait tout un réseau de pouvoir qui était censé survivre à la transition royale. Quelques minutes après la signature, 2 enveloppes scellées furent transportées à travers les couloirs faiblement éclairés du palais vers 2 maisons royales bien différentes. L'une était destinée à Adelaide Cottage, portant le poids écrasant d'une responsabilité pour une femme qui n'avait jamais recherché la gloire pour elle-même. L'autre était destinée à Clarence House, apportant la preuve qu'une porte avait été verrouillée par l'homme même en qui Camilla avait le plus confiance au monde. Avant même que l'une ou l'autre ne puisse comprendre ce que le roi avait fait, le document obligea le palais à se confronter aux loyautés personnelles et aux vieilles blessures dissimulées derrière leur façade publique pas maîtrisée. 2 femmes séparées par la génération, la réputation et leur vocation royale étaient désormais liées par la même sentence implacable. Catherine ouvrit l'enveloppe aux côtés de William, dans le calme de leur salon, et la première page la laissa figer, le souffle coupé. Son influence s'était développée grâce à des années de discipline, de retenue et de confiance publique, mais elle n'avait jamais considéré la perspective du trône comme un prix à gagner. Elle y voyait un devoir exigeant un sacrifice total de son mariage, de ses enfants et de toute sphère privée restante. C'est pourquoi les mots, la désignant comme la future figure féminine centrale de la monarchie, ne lui arrachèrent aucun sourire.
Ce document lui conférait un pouvoir immense, tout en fermant la porte à l'influence future de Camilla, créant un héritage qui lui pesait autant qu'il s'apparentait à un honneur. William la regarda lire les phrases à 2 reprises, avant qu'elle ne pose enfin les lourdes pages sur la table en bois entre eux. Catherine s'éloigna de lui vers la fenêtre, contemplant le ciel gris de Londres, et murmura que quelqu'un allait être profondément blessé. Le prince la suivit, choisissant ses mots avec la précision d'un homme qui avait calculé ce moment pendant des années. Il lui dit que le document n'était pas une récompense pour ses services, mais une protection nécessaire pour l'institution et pour l'avenir de leurs enfants. Il affirma que le règne suivant ne pourrait survivre à des loyautés partagées, ni à une lutte de pouvoir entre 2 familles rivales. Catherine se retourna vers lui, le visage bouleversé, remarquant que la protection a des allures de cruauté lorsqu'elle repose sur la souffrance d'autrui. Le futur roi admit alors une vérité qu'il avait dissimulée pendant des semaines. Charles l'avait consulté en privé lors d'une conversation enregistrée au palais et conservée dans les archives de la succession. Guillaume n'avait pas rédigé le décret lui-même, mais il avait averti son père que le règne suivant ne pouvait se dérouler sous le joug de 2 pouvoirs féminins concurrents. Catherine comprit alors que la décision se tramait bien avant que l'enveloppe n'arrive chez eux ce matin-là. Guillaume insista sur le fait qu'il avait plaidé pour une clarification institutionnelle et non pour l'humiliation personnelle de sa belle-mère. Pourtant, tandis que le soleil se couchait sur le château, la frontière entre clarté et cruauté semblait terriblement ténue pour celle qui allait devoir en subir les conséquences. Camilla reçut son exemplaire à Clarence House et le lut seule dans le silence pesant de son bureau. Après des décennies passées à être l'autre femme et à obtenir tant bien que mal l'acceptation du public, elle croyait sa place auprès de Charles, enfin assurée. Ce document menaçait bien plus que son influence actuelle. Il menaçait le sens qu'elle avait donné à chaque année difficile endurée par amour pour lui. Arrivée à la clause de révocation, elle repoussa sa chaise si brusquement qu'elle heurta le mur, le bruit résonnant dans la pièce vide. Son secrétaire particulier entra aussitôt, mais la reine consort plia les pages et lui ordonna de partir sans un mot d'explication. À côté de l'annexe scellée, elle découvrit une note manuscrite de Charles, nécessaire après Windsor. Son expression changea instantanément, ses yeux se plissèrent au souvenir d'un moment privé que le palais avait délibérément dissimulé au public. Ces 3 mots renvoyaient à une confrontation qui avait transformé des années de rivalité contenues en une crise constitutionnelle que le roi ne pouvait plus ignorer. Le décret n'était pas apparu de nulle part. Sa véritable origine se trouvait entre les murs de pierre du château de Windsor lors d'une cérémonie censée symboliser l'unité. Une phrase prononcée, hors de portée des caméras, avait changé à jamais l'atmosphère du palais. C'était le moment où Charles avait compris que l'affection ne pouvait plus primer sur les exigences de la couronne. Les tensions s'accumulaient depuis des mois, Camilla s'attendant à ce que ses conseillers de confiance et ses préférences protocolaires conservent leur influence après l'accession au trône de William. Le prince, quant à lui, aspirait à un avenir bien différent, une monarchie plus restreinte, dotée d'une autorité plus claire et d'un contrôle ferme, centré sur sa famille proche. Cette transition était cruciale, car la moindre incertitude risquait de diviser le personnel du palais et d'éroder la confiance du public avant même l'entrée en fonction du futur roi. Catherine avait déjà commencé à participer à des discussions de haut niveau sur la réforme du patronage et la communication royale. Son rôle grandissant n'était pas purement ornemental. Charles comptait de plus en plus sur sa capacité à nouer des liens avec les jeunes familles et à stabiliser l'institution dans les moments difficiles. Camilla voyait les choses différemment, craignant que le palais ne tisse discrètement une cour parallèle autour de la famille de Galles. Elle redoutait qu'un centre d'influence distinct ne puisse l'éclipser, alors qu'elle se tenait encore aux côtés du roi dans les derniers instants de son règne. La situation dégénéra lors d'une réunion préparatoire à la réception du Commonwealth à Windsor, une assemblée convoquée pour organiser un événement international majeur. Catherine devait présider le comité de stratégie, mais la reine consort s'y opposa devant Charles et William. Elle prononça une phrase qui glaça le silence. « Il ne peut y avoir 2 reines à la tête de cette famille tant que je suis là. » Le défi était direct personnel et fondamentalement intenable. Catherine ne protesta pas. Elle referma simplement son dossier et regarda le monarque droit dans les yeux, le visage impassible.
Elle demanda si sa présence était devenue un obstacle à l'harmonie de la famille royale. Charles hésita quelques secondes, mais ce silence fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. La blessure était palpable car le rôle que Catherine avait accepté par devoir était soudain perçu par sa belle-mère comme un acte d'ambition démesurée. William recula sa chaise et déclara à Camilla qu'elle n'avait pas à restreindre l'autorité future de Catherine. Le roi leva la main et ordonna le calme, mais le prince refusa de s'asseoir tant que la place de son épouse ne serait pas reconnue. Après le départ de Catherine, Camilla pressa Charles de reporter tout transfert de responsabilité stratégique à la maison de Galles. Lors de cette réunion dont les détails furent consignés, elle l'avertit que William agissait trop vite et que la popularité de Catherine risquait d'éclipser le souverain avant la fin de son règne. Le monarque resta silencieux ce soir-là, mais demanda plus tard l'accès au dossier confidentiel de succession auprès de son bureau privé. Sur le compte-rendu de la réunion de Windsor, il inscrivit une simple phrase. « La continuité exige de la clarté. » 48 heures plus tard, les conseillers constitutionnels commencèrent à rédiger l'instrument qui définirait les limites du pouvoir de Camilla. Le roi avait privilégié la pérennité de la couronne à la paix conjugale à court terme. Lorsque Camilla comprit que ses propres paroles furieuses à Windsor avaient précipité sa destitution, elle alla directement voir Charles. Sans convoquer ses conseillers, ni donner d'instructions à sa maisonnée, elle porta le document à la bibliothèque et ferma la porte derrière elle. Aucun aide ni courtisan ne resta pour adoucir les propos de la confrontation qui suivit. Pour la première fois depuis la signature du décret, mari et femme se retrouvèrent seuls, seul le document signé entre eux. Camilla déposa les pages sur la table et posa la question que Charles redoutait. Le plus avait-il protégé la couronne ou avait-il simplement choisi Catherine, plutôt qu'elle dans un moment de faiblesse? Charles se leva lentement de son bureau, gardant une voix maîtrisée, malgré la tension palpable dans sa posture. Il lui expliqua que la décision lui appartenait et qu'aucune règle constitutionnelle ne l'y avait contraint. La couronne ne pouvait entamer un nouveau règne marqué par des cours rivales ou une lutte non résolue pour l'autorité de Catherine. Camilla accusa le monarque de laisser William et Catherine décider de la façon dont l'histoire se souviendrait d'elle. Elle exigea de savoir si des décennies de loyauté pouvaient être anéanties en un après-midi à Windsor. Charles la regarda avec une honnêteté las plus douloureuse que n'importe quelle excuse admettant avoir signé le décret par souci de l'institution. Le roi révéla que Windsor avait été l'élément déclencheur, mais pas la seule cause de la décision. Un audit interne confidentiel montra que le personnel du palais recevait des instructions contradictoires de 2 centres de pouvoir différents. Les conseillers se disputaient le contrôle des patronages, les liens officiels par lesquels la famille royale soutient des œuvres caritatives et des organisations. Le monarque avertit que laisser cette lutte se poursuivre affaiblirait William avant même le début de son règne. Camilla demanda si Catherine avait exigé cela, mais Charles répondit aussitôt que la future reine n'avait rien demandé. Elle l'avait même exhorté à éviter toute humiliation inutile et à préserver la dignité de Camilla auprès du public. Cette vérité priva la princesse blessée de l'ennemi qu'elle désirait ardemment combattre. Camilla retira lentement son alliance et la déposa près du décret signé, un geste de défi absolu qui plana dans l'air. Le silence dans la bibliothèque s'étira pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne remette finalement son alliance. Elle déclara à Charles que s'il avait choisi l'institution, plutôt qu'elle, il lui incombait d'expliquer lui-même ce choix à William. Cette confrontation révéla l'ultime réalité de la vie royale. L'influence et la proximité sont puissantes, mais le pouvoir de façonner l'avenir appartient exclusivement au souverain. Charles avait usé de ce pouvoir pour tracer une ligne infranchissable. Le roi attendait William dans son salon privé à Windsor, l'acte signé, posé entre 2 fauteuils. En tant que souverain, il contrôlait chaque aspect de la transition et le document avait été conçu pour résister même à un revirement personnel. Charles répéta sa première phrase à 2 reprises, conscient que le jugement de son fils était plus redoutable que toute opposition constitutionnelle. Le prince entra et ignora d'abord le document, assurant à son père qu'il n'avait jamais demandé l'humiliation de Camilla. Il souhaitait une certitude quant à l'avenir de Catherine, et non un acte de vengeance publique contre la femme que son père aimait. Charles rétorqua que l'incertitude était devenue le principal danger pour la couronne,
Le monarque expliqua que chaque jour de retard permettait aux conseillers rivaux de consolider leur position et jeter le doute sur l'autorité future de Catherine. Le roi révéla ensuite avoir étendu les pouvoirs de Catherine au-delà des attentes de William. Les sondages montraient que le peuple avait confiance en sa stabilité, la considérant comme un trait d'union entre la tradition et la nouvelle génération. La future reine n'était plus un simple personnage secondaire. Elle était le pilier essentiel sur lequel reposerait le règne suivant. Le document préservait la sécurité financière et la résidence de Camilla, la protégeant ainsi du déshonneur public, mais la privait de toute autorité institutionnelle après la fin du règne de Charles. Guillaume finit par lever le reçu et le signer, mais refusa de considérer l'instant comme une victoire pour sa maisonnée. Il fit remarquer que Catherine porterait la lourde responsabilité de ce pouvoir, et non qu'elle en jouirait comme d'un trophée. Le roi accepta le reproche sans se défendre, conscient du prix de la clarté qu'il avait enfin apporté. Alors que Guillaume atteignait la porte, Charles l'avertit qu'un membre de la maisonnée de Camilla avait déjà copié une partie du décret. La sécurité du palais craignait que les pages ne soient déjà hors de leur contrôle, ce qui signifiait qu'une fuite était imminente. La blessure familiale privée était sur le point de devenir un spectacle national. La première fuite ne contenait que 11 mots, mais cela suffit à ébranler le palais jusque dans ses fondements. La future reine assumera l'autorité absolue après la transition, titrait le journal. En quelques minutes, le palais perdit le contrôle de l'affaire, tous les correspondants royaux du pays s'efforçant d'obtenir une confirmation. Camilla seule à Clarence House entendait le nom de Catherine prononcé sur toutes les chaînes de télévision. Une chaîne nationale reçut la photographie d'un paragraphe montrant le sceau royal et les initiales manuscrites de Charles. Buckingham Palace se mit immédiatement en mode crise, rédigeant des réponses allant du démenti à l'aveu froid de l'existence du document. Catherine aidait le prince Louis à faire ses devoirs lorsque son téléphone vibra, l'informant de la fuite. Elle se glissa discrètement dans le couloir et appela William, la voix étranglée par l'inquiétude. Le garçon regarda vers la porte, sentant que l'atmosphère de la maison avait de nouveau changé. Elle dit à William qu'elle ne permettrait pas que son ascension soit présentée comme une victoire sur la défaite d'une autre femme. William acquiesça, mais l'avertit que le palais ne pouvait plus contrôler la façon dont le public allait percevoir la sympathie. L'histoire était devenue trop simple pour que la nation l'ignore, une reine qui s'élève et une autre reléguée dans l'ombre. Les agents de sécurité ont finalement remonté la piste de la photo divulguée jusqu'à une photocopieuse, utilisée par l'une des principales collaboratrices de Camilla. Lors d'un entretien interne, cette dernière a affirmé que la copie avait été réalisée uniquement à des fins juridiques, mais le moment choisi laissait supposer une tentative de forcer le roi à faire marche arrière. Charles, cependant, était resté inflexible. Il a rejeté toute proposition de révocation du décret, déclarant que tout recul donnerait l'impression que l'avenir de la couronne était négociable pour chaque faction lésée. Il voulait que le monde sache que la ligne était franchie et que la décision était irrévocable dans l'intérêt de la continuité royale. Dans une ultime tentative pour sauver les apparences, Catherine demanda une entrevue privée avec Camilla en l'absence d'hommes et d'avocats. Les deux femmes se rencontrèrent dans le salon de jardin de Clarence House, assises près d'un plateau de thé intact, tandis que le brouhaha du palais les enveloppait. Pendant quelques secondes, aucune des deux ne parla. L'une avait été désignée comme l'avenir du trône, et l'autre s'était vue annoncer que son influence s'éteindrait avec la monarque en place. Pourtant, la première phrase de Catherine ne fut pas un triomphe. « Je ne suis pas venue ici pour vous prendre quoi que ce soit. » Elle cherchait à préserver sa dignité au cœur d'une transition brutale. La future reine expliqua que le document avait transformé un devoir lointain en une destinée inéluctable, et elle en ressentait le poids comme un fardeau. Elle admit être effrayée par la responsabilité qui pesait sur elle. Camilla l'observa attentivement et comprit que Catherine disait vrai. Elle ne voyait pas le décret comme une conquête. La reine confessa que sa colère était alimentée par la crainte d'être à nouveau au cœur d'un scandale. Elle avait cru que l'influence future était le seul moyen de prouver qu'elle était enfin acceptée par l'institution. Catherine écouta sans jugement, consciente que le document pouvait avoir des significations différentes selon les générations. La réunion s'acheva par une déclaration manuscrite d'acceptation de Camilla, qu'elle demanda à Catherine de remettre directement au roi. Cette rencontre ne rétablit pas le pouvoir de Camilla,
mais elle permit à la monarchie d'annoncer la nouvelle ère dans un climat relativement apaisé. Dès l'aube, le document secret était au cœur de toutes les conversations matinales en Grande-Bretagne. Certains y voyaient un jugement impitoyable sur un héritage complexe, tandis que d'autres y voyaient une étape nécessaire à l'avènement d'une monarchie moderne et stable, fondée sur la popularité de Catherine. Buckingham Palace publia finalement une déclaration officielle concernant le cadre de continuité à long terme, évitant le terme « destitution », tout en laissant clairement entendre le sens de la démarche. Camilla conserverait sa dignité au sein du règne actuel, mais n'occuperait aucun rôle automatique au sein de la future maison royale. Les médias ont qualifié cette décision de transition royale la plus claire depuis l'accession au trône de Charles. Les analystes se sont concentrés sur les responsabilités accrues de Catherine et sur la détermination du monarque à empêcher la formation de cours rivales. Le pays ne débattait plus d'un différend familial privé. Il assistait à la mise en place des frontières d'une ère et de l'autre. William et Catherine étaient côte à côte lorsque la nouvelle a été annoncée le prince, prenant la main de son épouse, tandis que son nom était officiellement associé au prochain chapitre de l'histoire de la couronne. La future reine peinait à contenir son émotion consciente que son ascension était désormais de notoriété publique et liée à la souffrance d'une autre femme. Sa vie privée était bel et bien terminée. Son devoir envers la couronne était désormais la seule chose qui importait au monde. Camilla écoutait les reportages de Clarence House, réalisant que sa reddition était présentée comme un ultime acte de dévouement à la stabilité de la couronne. La perte de son pouvoir était devenue sa dernière contribution au règne du roi Charles III. Ce soir-là, le monarque les convoqua toutes les trois pour une dernière réunion à Windsor. La réunion finale se déroula sans conseiller, et aucun document non signé ne traînait sur la table. Charles était assis face à William Catherine, et Camilla conscient que l'avenir de la monarchie avait été assuré au prix d'un immense sacrifice personnel pour son mariage. Il ne pouvait rendre à Camilla l'autorité perdue sans rouvrir le conflit qui avait presque paralysé la maison royale. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était parler franchement du rôle du souverain. Le document secret n'avait jamais eu pour but de choisir quelle femme comptait le plus. Il s'agissait de décider où un règne s'achevait et où le suivant devait commencer dans l'intérêt de la continuité nationale. Charles leur annonça que l'instrument de continuité de la couronne resterait en vigueur indéfiniment afin de garantir l'unité du pouvoir dès le début du prochain règne. Catherine aurait le contrôle absolu de la future orientation stratégique de la maison royale et de son programme de modernisation. Le roi se tourna vers son épouse et confia que la signature de ce document lui avait causé une profonde douleur, mais que son amour ne pouvait tolérer que la monarchie demeure structurellement instable. Camilla répondit qu'elle comprenait, et pour la première fois la perte lui parut supportable, car il ne s'agissait plus d'un combat secret. Le décret avait certes fixé une limite, mais il n'avait pas nié la réalité de leur mariage. Catherine promit que son futur règne reconnaîtrait le travail accompli par Camilla, respectant les limites fixées par le document, sans pour autant minimiser ses services. William prit l'acte signé et le rendit à son père qui referma le dossier et le plaça dans le coffret de transition sécurisé. Ce simple geste mit fin à la dispute. Camilla resterait une figure de l'histoire de la monarchie, mais Catherine en façonnerait l'avenir. L'une accepta le poids de l'avenir, tandis que l'autre accepta que son chapitre royal ait atteint son terme. Charles avait choisi la clarté plutôt que le sentimentalisme et la succession plutôt que la rivalité. La réunion terminée, Catherine s'avança portant la responsabilité du règne à venir. Camilla recula la dignité préservée, et Charles demeura près du document scellé, sachant que la couronne avait survécu, car il avait enfin choisi un avenir clair. La transition d'une entreprise familiale à une force institutionnelle rationalisée était désormais achevée. Le roi avait survécu au scandale du passé en établissant des règles immuables pour l'avenir. Il avait protégé son fils et donné plus de pouvoir à sa belle-fille, garantissant ainsi l'unité de la maison de Windsor. L'héritage de cette décision se ferait sentir pendant des décennies. Catherine assumant son rôle de dirigeante, incontestée de la génération suivante. Elle avait remporté la bataille pour la couronne par sa discipline et son élégance, tandis que Camilla avait trouvé sa place dans l'histoire comme une épouse qui savait se retirer au bon moment pour la survie de la dynastie. Alors que les lumières du palais s'éteignaient, le document secret demeurait le témoignage d'un homme qui devait être roi avant de pouvoir être époux.
La monarchie était sauvée, l'avenir était tracé, et les femmes qui avaient lutté pour son âme avaient enfin trouvé un moyen de coexister dans le silence. L'enthousiasme du public ne cessa de croître, chacun reconnaissant que le roi avait fait passer l'intérêt de la nation avant ses sentiments personnels. La popularité de Catherine atteignit des sommets, elle étant perçue comme une servante dévouée au peuple, prête à guider le pays avec une vision claire et forte. L'avenir du trône britannique s'annonçait plus radieux que depuis de nombreuses années, grâce à la résolution d'un conflit qui avait menacé de déchirer la famille. Guillaume sentait le poids de son futur règne se concrétiser épaulé par une épouse désormais reconnue comme son égale en autorité. Au final, ce document secret dépassait la simple question de pouvoir. Il témoignait de la résilience d'une institution qui avait survécu pendant plus de 1000 ans, en sachant évoluer au bon moment. Le roi Charles III venait d'écrire le dernier chapitre de son héritage d'une signature qui résonnerait à travers l'histoire. L'ère de l'incertitude était révolue et celle de Catherine commençait. Le silence qui régnait à Buckingham Palace n'était plus celui de la tension, mais celui d'une résolution absolue. La couronne avait tourné la page, et l'avenir était désormais assuré entre les mains de la femme que le roi avait choisie pour la guider.